Est-ce que c'est un livre qui, vous, en tant que romancière, après vous êtes aussi une femme, vous êtes une mortelle, est-ce que ça vous aide à appréhender votre mort? Parce que du coup, vous avez bien écrit là-dessus, c'est très juste ce que vous dites. Ben oui, j'espère. Il y a des jours où je me dis, ça y est, je suis forte, Je ma sens un peu fille, plus armée, t'as bien travaillé, Ouais. philosopher, c'est apprendre à mourir, etc., etc. Et puis il y a d'autres jours où je suis moins fanfaronne et en fait là c'est idiot mais je suis venue en métro et voilà, on est parfois un peu nerveux en ce moment dans le métro et il y avait un type qui ressemblait à un barbu qui parlait tout seul avec l'air un peu content avec un gros sac à dos. Je me suis barrée du métro parce que je me suis dit je suis pas prête quoi. Et là on a beau avoir bien philosophé dans le bouquin, avoir sorti des très jolies phrases. Voilà quoi. Parce que j'insiste vraiment que les internautes vous lisent parce que pardon de le dire mais c'est un témoignage difficile, c'est pas sexy le cancer. Mais moi je veux qu'on vous lise parce que justement je trouve que c'est apaisant par rapport à la mort, vous nous rappelez qu'on est mortel, d'accord, mais vous en parlez bien et ça peut être un bagage pour les lecteurs. Oui, même si dans le contexte que vous m'avez décrit, ça n'est pas plus un. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que lire ne donne pas le cancer et lire ne fait pas mourir. Voilà. Les livres, pour moi, quel que soit le livre, c'est toujours un compagnon qui me sort de moi-même, qui me fait rencontrer des gens, des situations et tout ça. Donc, j'allais dire, c'est un livre difficile. Moi, je trouve qu'il est d'une lecture facile, que Absolument. le fond est difficile, que j'ai choisi une forme la plus légère possible, mais que il y a des moments, puisqu'on est dans une époque où je trouve on ricane de tout le temps, à tout moment, et bien en fait il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie de rire. Et ces moments, il faut les vivre aussi. Et on rira d'autant mieux après qu'on a pris le temps des pleurs ou de la gravité. Je vais revenir à la question que vous posez, pourquoi moi, quand ça nous arrive. Je trouve qu'effectivement il y a quelque chose aussi dans notre époque qui dépasse le cancer, mais on a l'impression que c'est un peu la chasse aux sorcières, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un problème, faut un coupable. Et c'est un peu ça aussi Toujours, quand les gens tombent malades. Toujours. Mais oui, sauf que si vous voulez, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que le culte de la victime, donc il y a toujours un responsable. Alors que des fois c'est la vie. Parfois c'est la vie, c'est juste qui est comme ça. Et donc sur l'idée de la maladie, si vous voulez, c'est cette idée de... On n'est plus responsable de rien dans la vie courante. Par exemple, les piétons, la législation est faite de telle façon maintenant que, quel que soit l'endroit où vous traversez, c'est pas grave, vous êtes protégé parce que vous êtes piéton. Ben, c'est incroyable. Alors que la responsabilité, c'est de regarder les voitures, de traverser au passage piéton. Voilà. Et ça, tout d'un coup, vous n'êtes plus responsable de rien. Voilà. Et comme il n'y a pas de hasard, enfin bon, je sais pas quoi. Mais vous êtes responsable de rien, et sur la maladie que on n'arrive pas à soigner, parce qu'en fait c'est ça. Exactement. En fait. C'est facile quand vous avez un rhume de dire oui je suis contrarié parce que j'ai mal à la gorge, parce que je n'ai pas osé dire à mon petit copain ou je sais pas quoi qu'il sentait mauvais, enfin un truc complètement idiot. Mais sur la maladie grave, comme on n'arrive pas à faire grand chose dessus, comme la médecine dans certains cas est impuissante, ben voilà. Il y a d'ailleurs une belle phrase là-dessus, sur l'impuissance, oui. dans le bouquin qui me revient en tête là. Ah oui. Que j'avais écrite si vous vous cogniez contre votre impuissance. Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça. Je me cogne, je pense que par moments je suis engluée dedans. Et que c'est pas confortable, mais en même temps, moi je pars de l'idée que essayer de vivre les choses au plus juste de ce qu'elles sont, sans essayer de les transformer au moment où on les vit, parfois il n'y a pas le choix. Je peux pas transformer la tristesse en ricanade, voilà. C'est comme ça, c'est de la tristesse. Mais après, il y a une force de vie, une énergie incroyable. C'est très intéressant ce que vous dites. Il faut accepter ces moments de tristesse, ces moments de mélancolie, les vivre avec sa solitude et avec le collectif, parce qu'on échange avec les autres, pour pouvoir passer à des meilleurs moments. Ah oui, moi je crois ça beaucoup. La force, l'importance de vivre ce qui nous est donné à vivre. Et que en fait, j'ai l'impression que moins on va chercher à fuir ces moments, même s'ils sont douloureux, mieux on va s'en sortir en fait. Parce que
on aura été intègre dans la façon de les vivre, on n'aura pas triché avec soi-même. Oui, il y avait des matins, j'avais pas envie de me lever. Je crois même qu'il y a des matins où je me suis pas levée. Je suis allée voir des toubis parce que je pleurais toute la journée et que donc j'étais d'aucune aide à ma sœur, pour ma sœur et tout ça. Mais je veux dire, le deuil après, est-ce qu'on se remet de la mort des gens? Je crois pas. On s'habitue. Je suis même pas sûre qu'on s'habitue. Moi, je pense toujours de temps en temps, à certains moments, je me dis tiens, je vais appeler Christine, ou tiens, il faut que je lui raconte. Voilà, et puis après, j'ai le petit déclic qui me dit non, non, ça c'est terminé. Mais vous couperez, mais du coup, j'ai oublié la question. Non, mais c'est la force du temps. Oui, c'est la force du temps, c'est surtout la capacité de vivre les choses qui nous sont données sans tricher. C'est-à-dire qu'il faut passer par ces moments-là et à un moment donné, avec le temps, les choses se réparent. C'est pas un truc doloriste non plus. On sent que d'ailleurs vous êtes éditrice, vous écrivez depuis toujours et on sent que vous êtes passé aussi par l'écriture. Et je ne parle pas d'écriture thérapeutique, je parle de réparation. Oui, c'est ça, et puis c'est quand même une façon aussi de repasser un peu de temps avec ma sœur, tout ça quand même. C'est pas les moments les plus agréables, mais en même temps c'est des moments très intenses, c'est quelqu'un que j'ai envie de faire revivre pour plein de... Et fort utile pour avoir les meilleurs moments après. Ouais, tout à fait. Pascal Leroy, aux internautes qui nous écoutent, aux lecteurs, pour quelles raisons, selon vous, doivent-ils s'intéresser à Cancer et Boule de Gomme? Alors, si je suis prétentieuse, je vais dire parce que ça brasse les grandes questions existentielles de la vie, de la mort, du tragique de nos existences. Alors, ça fait un peu pompeux, je vous l'avoue, parce que c'est une histoire humaine, voilà, qui va au cœur de ce qu'est notre vie, en essayant de ne pas tricher, voilà, et en essayant non plus de ne pas se vautrer dans quelque chose d'horriblement atroce. Même si je vous l'accorde, j'ai pas signé, voilà, je fais pas du Pierre Dac là, mais le prochain, je vous promets, j'essaierai de faire un truc super rigolo. Enfin, le rendez-vous est pris, hein, parce que quand vous faites pas du Pierre Dac, c'est quand même touchant, c'est très bien écrit. La qualité de ce livre, c'est qu'il soit court, des chapitres courts aussi, de façon à ce que ce soit aussi digeste pour le lecteur. Parce que je préviens, moi j'étais jusqu'au bout, mais je l'ai lu en plusieurs fois, parce que ça m'a terriblement touché, parce que vous parlez de mort à la fin. Mais c'est bien de rappeler les choses comme elles sont. Pascal Leroy, un grand merci. Merci à vous. Cancer et Boule de Gomme, c'est votre livre inspiré de l'histoire de votre sœur, aux éditions Robert Laffont, et c'est un joli moyen de le faire vivre encore le plus longtemps possible. Ouais, j'espère. Merci beaucoup.